Bonjour les amis, comment allez-vous? Tout le monde va bien? Tout va bien. Mais on a un bout de chemin à faire quand même. On a un bout de Ah, il chemin faut à le faire. faire Il faut et le faire. autant le faire avec de la lumière, en conscience. Et ça, c'est Oui, important. ça c'est important, oui. Ouais. On voit des gens qui mettent beaucoup d'énergie, qui s'impliquent vraiment beaucoup dans des choses physiques, dans leur travail, dans leur... Mais voilà, c'est leur priorité à eux. Bien. Mais on a envie de leur dire, mais ça serait bien aussi de regarder un peu la vie, quoi. Ouais, mais la société, elle est comme ça, hein. Parce que il faudrait quand même rappeler le fond de la démarche du soi-regard. Le fond de la démarche du soi-regard, c'est je suis un être vivant, je ressens cette vie en moi, je vois la vie autour de moi, et qu'est-ce qu'on fait là? Qui suis-je? Voilà, on pose la question tout simplement, qui suis-je? C'est une interrogation qu'on exprime avec des mots, mais au fond de nous, c'est une sensibilité qui demande une réponse, qui demande de la lumière. Et c'est ça le fond du soi-regard. C'est cette sensibilité qui s'exprime, mais il y a aussi cette perception évidente que nous avons une lumière en nous et que cette lumière a la capacité d'éclairer. Et on le voit petit à petit, au fur et à mesure des conversations. Je ne sais pas si vous le voyez en vous, mais c'est évident que ça bouge grâce, je dirais, à ces discussions certainement, mais grâce au regard que vous portez et que l'on porte, vous voyez, cette attention portée en soi, c'est une lumière. C'est quelque Ça, c'est chose. le fond du soi-regard. Voyez. Il faut être un petit peu tourmenté par ces questions. Voyez, il faut un tourment au fond de soi et se dire, mais on ne peut pas laisser passer ça comme ça. Bien, j'ai ma vie à faire, j'ai une famille, j'ai voilà, j'ai un travail, ça, on est d'accord, il faut le faire. Mais il faut vraiment impliquer cette lumière dans notre vie. Si on passe là-dessus, moi je trouve ça dramatique, quoi. On voit bien comment les choses se passent, comment elles s'amplifient et pas dans le bon sens, voyez. Si on mettait cette lumière en œuvre et si on répondait à cette sensibilité en nous, on irait vers quelque chose de plus humain, parce que notre fond est humain. On est au fond de nous. Et il y a une sensibilité qui est touchée, qui peut être touchée, et qui peut être en compassion. Tout comme la lumière de notre esprit, si on laisse cet esprit faire son travail de regard et d'observation, alors la vie se dévoile naturellement, dévoile sa nature. On n'aurait pas besoin de police, de militaires ou de choses comme ça si véritablement les gens étaient en connexion avec leur être profond, leur âme. On n'aurait pas besoin de tout ça. On serait naturellement en connexion les uns les autres. Il suffirait de se regarder. On sait qu'au fond de chaque être humain, il y a la même chose qu'il y a au fond de soi. Et les gens, ils ne le regardent pas, ça. Alors, le problème, on en a parlé, c'est que
le conditionnement est tellement puissant, ça crée une espèce de muraille à l'intérieur de nous et cette sensibilité ne s'exprime pas librement. Et même, je dirais, on a peur de laisser cette sensibilité s'exprimer librement. On a peur de voir les choses telles qu'elles sont. On les voit à travers notre conditionnement avec des réponses préconçues que nous avons déjà en mémoire. J'ai des réponses à tout, on m'a donné des réponses. Alors quand j'ai un problème, une réponse vient et puis ça me tranquillise. Voilà, j'ai une réponse, bien. On ne sait pas rester sans réponse. Quand on regarde une chose, on n'a pas de réponse. On est dans le silence. On a peur du silence. Néanmoins, c'est dans ce silence que la lumière va pouvoir éclairer. Vous voyez, je prends toujours l'exemple du bébé. Le bébé est dans le silence et tout se fait dans ce silence. Voyez. Alors, on ne nous a pas appris tout ça. On nous a formatés, conditionnés, on nous donne des réponses. Alors, il y a des gens qui lisent des livres de psychologie, eh bien, ils vont glaner quelques réponses dans les livres de psychologie, ils vont glaner des réponses dans les livres de, je sais pas, même de spiritualité, voyez. Si on ne porte pas soi-même nos propres regards, il ne se passera pas grand-chose. Mais ces livres, comme tu dis, ils nous amènent à avoir des réflexions et à aller chercher les réponses aussi en soi. Oui, oui, c'est Voilà, vrai. parce que si tu restes comme ça dans l'ignorance de ce qui est, que tu vas pas chercher des réponses pour te connaître, pour connaître ton toi profond, tu avances pas. Tu oublies, qu'est-ce qu'on fait là, Jean-Pierre? On essaye de trouver des réponses. Attention, attention, c'est là où on marche sur le fil d'un rasoir. C'est que on vient avec des mots, on vient avec des réponses aussi. Mais le fait d'entendre des réponses, C'est pas vécu, c'est... ouais. Ah oui, Moi, j'ai attention. plein de livres de spiritualité, j'ai l'impression que je n'ai rien retenu. Ça m'a servi, enfin, j'ai pas l'impression que ça m'ait servi à quelque chose. Ça m'a rassurée, ou j'ai voulu, voilà, ou curiosité, ou avoir besoin d'avoir ce savoir à un moment donné, mais j'ai l'impression que ça m'a servi à rien du tout, que je n'ai rien retenu. Pascal, là, ce qu'on fait avec Jean-Pierre, Irina et Jean-Marc, quand il est là, on essaie de trouver des... Enfin, c'est un travail, ouais. Oui, c'est pas la même chose que lire. Ben, ça dépend des livres que tu lis. Hein. Oui. Le travail, tu peux lire les livres et puis faire le travail aussi. Moi, ça fait des années que je fais ça. Bon, je vais voir aussi, je suis allé voir des conférences, j'ai beaucoup discuté avec Jean-Pierre aussi, mais tout ça, c'est la recherche pour être mieux, enfin, pour être en accord avec soi-même. Tout ce qu'on cherche. Oui, mais comme je le disais, attention, on marche sur le fil d'un rasoir parce que l'intellect est là. Et lorsqu'on lit quelque chose ou lorsqu'on entend quelque chose, on éprouve quelque chose. On éprouve la sensation qu'on connaît et qu'on sait. Et que maintenant que j'ai lu, que j'ai eu une réponse, maintenant que j'ai entendu une réponse, ça y est, elle est en moi. Et maintenant, je connais. Mais non. Il y a quelqu'un qui avait dit une fois, c'est un acteur très connu, à l'aube de ma vie, je sais que je ne sais jamais rien. Oui, Jamais. oui, oui. Oui. Il faut arriver pour trouver les réponses, il faut aller les chercher et puis aller au fond de soi, trouver les réponses. Oui, mais comprendre. C'est un travail aussi, ça. Oui, mais là encore, c'est une réflexion, ça. Il faut comprendre la position de la conscience elle-même face à une obscurité en soi.
Et cette position, c'est le silence et l'observation. Et là, il se passe quelque chose. Mais tant qu'on reste dans une espèce d'intellectualisme philosophique où on vient avec des mots et puis ça tourne et puis ça tourne et puis ça, non, ça ne donne rien. Ce silence et ce regard porté. Mais les livres que je lis, ils t'amènent à aller chercher ce silence en toi pour trouver tes réponses, pour trouver, Voilà. te rechercher. C'est ça qu'il faut faire. Si tu lis un livre et que tu analyses pas, si tu lis un livre et que tu analyses pas, si tu lis un livre et que tu analyses pas, et que tu fais pas les choses, ton livre il te sert à rien. C'est comme tout ce qu'on se dit. Si après on va pas chercher les choses en soi, ça sert à rien. C'est que des mots. Oui, mais dans le on, c'est le on qui est important. Si on ne va pas chercher, il y a personne qui va chercher. C'est cette lumière et c'est ce regard que l'on porte en soi. Voilà. Si ça, cet acte de porter un regard, c'est-à-dire en fait d'être silencieux, voyez, comment pouvons-nous être en connexion maintenant les uns les autres? C'est être silencieux à l'intérieur de soi, on se regarde et puis on est en connexion. Si maintenant j'ai un voile devant mes yeux, si j'ai une idée sur Pascal, une idée sur Philippe, une idée sur Irina, je ne pourrais pas vous vivre pleinement, voyez. Pour vous vivre pleinement, il faut que j'arrête, et puis on se regarde, et puis on est en connexion. Là où c'est important, là où il y a vraiment, je dirais même un tournant, c'est découvrir la nature de l'observation et comprendre que c'est une connexion entre une énergie, une lumière et une obscurité en soi. Nous sommes doubles. Irina parle souvent de la mer, mais lorsqu'elle est en connexion avec la mer, cette énergie et cette lumière sont totales. C'est comme on s'ouvre notre âme, c'est ça? C'est comme c'est l'âme qui s'ouvre. C'est l'âme qui s'ouvre. Il n'est pas découvert par le mental, par les sentiments. Exactement. C'est bon de percevoir en soi, voyez, quand on regarde quelqu'un, quand on se connecte à lui, cette ouverture intérieure et qui est palpable à partir du plexus même. On sent cette ouverture à partir du plexus. S'élargit encore et encore. Vous voyez, si je vous demandais est-ce que nous sommes en connexion, eh bien vous devriez regarder votre plexus, votre ventre, et sentir cette ouverture. Quelque chose qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre. Et là, on est en connexion. Et c'est cette ouverture qui va permettre l'observation, qui va permettre à l'esprit de porter des regards. Voyez. Donc, laissons de côté tout ce qui est mécanique, intellectualisme, voyez, et permettons à cette lumière, grâce à cette ouverture intérieure, voyez, et vous allez voir, cette ouverture intérieure, c'est ça le bonheur. Vous êtes pris dans une pensée ou chose comme ça, pensez à votre plexus. Et dites-vous, maintenant, voilà, on va ouvrir, on va s'ouvrir. Et puis, ouvrez-vous à l'intérieur. Vous ne demandez plus rien.
Il n'y a plus de moi, il n'y a plus de mental. Et c'est un état bienheureux, mais vraiment bienheureux. Il n'y a plus de moi qui veut parler, qui veut faire blabla, qui veut dire quelque chose. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'ouvre. C'est un aspect de la méditation. C'est l'aspect, je dirais, comme tu disais, Irina, l'aspect de l'âme qui s'ouvre et qui va permettre le regard. Alors, on est obligé d'être un peu accompagné dans cette introspection, dans cette aventure intérieure, comme moi personnellement je l'ai été, comme Jean-Marc l'a été. Mais que voulez-vous? Tant que vous percevez que vous êtes sur la voie, tant que vous percevez que, oui, là, il y a quelque chose. Les tourments, ils se trouvent aussi dans l'âme, dans notre âme. Comment c'est... Faites attention à votre plexus, à votre sensibilité, et voyez comme elle aime quand les choses s'ouvrent. Ouvrez-vous, voyez, simplement. Alors, quand vous ne pouvez pas vous ouvrir, c'est que quelque chose de mental est là. Ah, voilà, je suis dans mon mental, je pense à tel ou tel problème, je pense à telle chose. Et là, on ressent la fermeture du ventre, du plexus. Le corps nous aide beaucoup. Dans le domaine spirituel, le corps nous aide beaucoup. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, tiens, parfois c'est ouvert, ça s'ouvre. Voyez, est-ce que c'est ouvert maintenant? Est-ce que c'est ouvert à l'intérieur de vous? Il n'y a rien de particulier, tout va bien. Si tout va bien, si vous ne pensez à rien, si rien en vous ne vient vous titiller, ou aucune pensée, aucune force, voyez, ça va être très net à un moment donné que cette ouverture, c'est la base du bonheur, c'est la base du bien-être. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi ne pas rester ouvert tout le temps finalement? Ça serait sympa, voilà, tout le monde serait ouvert, puis voilà. Le problème, c'est qu'il y a le mental, les désirs, les peurs, ce que je veux, ce que je veux pas. Alors on va rentrer dans ce monde complexe mental du moi qui veut s'affirmer, qui veut dire ceci. Vous voyez que... Et on va en arriver à une chose tellement simple. Soyez ouverts, restez ouverts. Et puis c'est tout. Et vivez cette ouverture pleinement quand vous pouvez la vivre. Et quand vous ne pouvez pas la vivre, alors soyez dans l'éveil et regardez ce qui ne vous permet pas de vivre cette ouverture. Voyez, c'est cette ouverture à l'intérieur de vous qui va vous permettre de vivre ce que Jean-Marc appelle la présence. Alors là, évidemment, c'est une dimension en dehors du mental. Mais à la base, c'est quelque chose de très simple. Ce qui est, comment dire, un peu spécial dans cette démarche, c'est qu'on passe par des choses qui peuvent paraître compliquées pour en arriver à quelque chose de très simple. Voyez. Et c'est souvent comme ça dans la vie. Il y a un cheminement qui peut être un petit peu avec des méandres comme ça. Et puis au final, les choses paraissent tellement évidentes, tellement là, il n'y a plus à chercher. Mais on va quand même passer par les méandres, et on va quand même passer par le regard, parce qu'on dit aussi, et ça c'est une réflexion très intéressante, qu'il ne faut avoir plus d'ombre en soi. Voilà. C'est-à-dire que partout où vous allez regarder, ça doit être clair en vous. Voyez, il n'y a plus d'ombre. En ce moment, on regarde et puis on se dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est ça? Il y a ça en moi, mais d'où ça vient? Voyez, il y a de l'ombre, il y a de l'obscurité. Bientôt, vous aurez fait le tour de ce qu'il y a en vous
Et puis, lorsque quelque chose se passera, eh bien, vous regarderez et il y aura une lumière qui vous éclairera et ça sera clair, voyez? Et les choses se mettront en ordre Oui, oui, très, oui. très vite. Le vite. mental est un problème parce qu'il n'y a pas de lumière en nous. Voilà, on a fait une Le petite- mental n'est pas un problème en lui-même. Le mental est une faculté dont on a besoin, dont on se sert. On a besoin de la mémoire, on a besoin des pouvoirs du mental, parce que avec le mental, on fait beaucoup de choses. Mais le problème véritable, le problème de fond, c'est cette obscurité intérieure, c'est les ténèbres à l'intérieur de nous. Alors, comme il y a les ténèbres, eh bien, on met moi, et moi ceci, et moi cela. Voilà, le moi recouvre tout, on comprend rien, on ne sait pas de quoi on parle, et puis on met un moi. Voilà. Ah ben moi, pour moi, c'est comme ça. Moi, c'est ceci. Moi, j'aime bien ça. Moi, je vois les choses comme ça. Ah oui, mais qui aime, qui voit? Voilà, on le recouvre d'un moi. Bien, ben, on va découvrir que c'est la vie. C'est la vie qui aime ou qui n'aime pas. C'est la vie qui éclaire, vous voyez. Et on va remettre toutes ces choses à la vie elle-même au fur et à mesure qu'on va découvrir, qu'on va regarder. On est à la page 181. Le mental, on va commencer les traces laissées dans la mémoire, la vie, le grand imprimeur. Lorsque vous pensez, vous parlez en vous, et la voix que vous entendez est une réplique de votre voix physique. C'est parce que vous avez, tout petit, entendu votre voix physique qu'elle s'est enregistrée dans le champ de votre mémoire et que vous pouvez aujourd'hui penser avec cette même voix. Voyez, lorsque vous pensez avec une voix qui ressemble beaucoup à votre voix physique. Ce qui est intéressant, c'est que, enfin, ce que j'ai remarqué, c'est que la voix physique qu'on entend à l'intérieur de soi n'est pas forcément la même que celle extérieure. Que celle extérieure. Mais quand même, elle s'en rapproche. Tu ne penses pas avec la voix d'un homme, par exemple. Tu vois, tu accordes. Non, mais c'est pas la même. Enfin, moi je trouve, j'ai remarqué, c'est pas la même tonalité, c'est pas la même. Peut-être. C'est pas la même puissance, c'est pas le même timbre. On sent qu'on est dans une autre dimension lorsque l'on pense. Ça n'est pas une voix physique avec la puissance, le timbre, la tonalité. C'est quelque chose de plus cotonneux, de moins tangible, de moins puissant. Déjà en termes de puissance. C'est difficile de crier à l'intérieur de soi. On peut parler, mais essayer de crier à l'intérieur de vous, physiquement, on peut crier. C'est le plexus qui se coince dans ce C'est cas-là. voilà, c'est le plexus qui coince, voilà. On peut essayer, mais on n'arrive pas à crier à l'intérieur. C'est comme un... C'est impressionnant comme il y a quelqu'un qui est comme un double. Il y a Exactement. de toi-même. Un double qui n'est pas sur le même plan de l'original. Un autre corps, nous avons un corps physique, mais nous avons le double de notre corps physique. Et vous pouvez très bien dans la rue, sans vous regarder, sans vous voir, vous recoiffer. S'il y a eu du vent ou quelque chose comme ça, vous avez une image, votre image, et vous vous recoiffez à partir de l'image que vous projetez de vous. On voit qu'il y a un double, il y a un véritable double. Et c'est souvent comme tu fais même une discussion avec ce double. C'est par exemple, tu cherches quelques réponses, tu demandes à toi-même qu'est-ce que je dois faire, et même comme il y a une discussion à l'intérieur de toi, c'est comme tu parles avec ce double, ce double-là. Eh oui, exactement. Tu parles avec toi-même, tu parles avec ton double, quelqu'un parle avec le double,
on l'interroge, et puis même, on peut même parler avec le double des autres, parce que on a notre double, mais on a aussi le double des autres, voyez? On peut éteindre l'ordinateur, et puis je peux parler avec Pascal, avec Philippe, avec Irina. Voilà, j'ai votre double en moi. Ouais, vous êtes en moi. On a le double du travail, on peut parler avec nos collègues de travail. Et puis, il y a cette vie psychologique, mentale, qui est un véritable double de ce que nous avons vécu à partir de nos sensations physiques. On vit beaucoup plus dans cette dimension mentale que sur le plan physique lui-même, voyez. Et puis là, on peut imaginer n'importe quoi. On peut faire dans ce monde mental tout ce qu'on ne peut pas faire dans le monde physique, voyez. L'imaginaire, hein, ça va très vite avec l'imaginaire. Le mental restitue dans les moindres détails ce qu'il a enregistré des états d'être vécus dans le champ de notre conscience. Le petit geste que vous faites parfois dans la rue pour vous recoiffer ne peut se faire que grâce à l'image qui s'est enregistrée dans votre mental, celle que vous projetez lorsque vous vous passez la main dans les cheveux. Imaginez ce que la vie a dû accomplir en vous pour que vous puissiez faire aujourd'hui ce petit geste apparemment si anodin. Voyez, pour faire un petit geste si simple de se recoiffer, eh bien, il a fallu que vous viviez une véritable expérience physique, corporelle, en conscience, qui a laissé une trace dans votre mental. Il a fallu aussi que vous appreniez à faire le geste, que vous appreniez les gestes, que vous fassiez le geste devant votre glace. Même le geste, vous pouvez le refaire après, grâce à la mémoire. Donc, voyez, le mental, il nous aide à nous recoiffer. Voyez, c'est déjà pas mal. Notre monde intérieur, psychique, mental, est une réplique du monde physique. Eh oui, vous avez une totale réplique de tout ce que vous avez vécu physiquement. Non seulement vous avez une réplique, mais en plus vous pouvez imaginer à partir de ce que vous avez enregistré. Voyez ? Et là, on entre dans le monde de l'imaginaire. Pour un bébé qui naît à Paris, la ville n'existe pas encore pour lui, tant qu'il ne l'a pas vécue et expérimentée à travers les sens, tant que les traces de mémoire de ses expériences n'ont pas imprimé son mental. Lorsque nous découvrons un endroit nouveau, un pays inconnu, nous sommes comme le petit enfant, sans trace, sans reflet intérieur, et nous vivons l'enchantement de la découverte. On ne fait pas trop attention à ça, mais un bébé n'a aucune notion du pays et de la ville dans lequel il a été parachuté. Mais pour un adulte, il a un sentiment de l'endroit où il est, voyez ? Il a une notion de la ville où il se trouve. C'est quelque chose qui fait partie de sa conscience. Mais un bébé n'a rien de tout ça, voyez ? Il a juste les premières perceptions de son expérience corporelle physique. Et ces premières perceptions vont être à l'origine de sa conscience qui va se développer. Voyez, ces premières perceptions vont être les premières traces laissées qui vont concevoir son mental et qui vont concevoir sa conscience après. Nous devons vivre un instant de vie pour que des traces soient enregistrées dans le champ de notre mental. Voilà. Nous vivons cet instant et des traces s'enregistrent naturellement. Voyez. Après la discussion, on pourra très bien dire quelle chemise Philippe portait, Pascal, Irina. Voilà. Bien. On voit bien que des choses restent. Nous ne devons pas perdre de vue que ce sont les états de vie vécus
perceptions, sensations, émotions, sentiments, pensées qui impriment le mental en lequel s'enregistrent des traces laissées. La vie est le grand imprimeur. Il y a une espèce de grand imprimeur en nous que nous appelons le mental, et tout s'enregistre en termes d'expérience. Un état de vie est un et triple de nature. Il intègre les trois aspects fondamentaux de l'être: lucidité, esprit, sensibilité, l'âme, intensité, puissance de rayonnement. Lorsque vous vivez un état d'être, la Trinité est là. Je parle, vous m'entendez, vous êtes conscient, lucide, vous comprenez ce qui est dit, vous êtes sensible à ce qui est dit, mais tout cela se fait grâce à une puissance, une énergie. Chaque état de vie vécu imprime par son intensité tous les niveaux de notre être. On va voir que l'intensité et la puissance et l'énergie sont à l'origine des traces laissées. Si vous vivez intensément un instant de vie vécu, il va imprimer puissamment, il va s'imprimer puissamment en vous, que ce soit un état intense émotionnel, que ce soit une lucidité, une compréhension claire, voyez, vous avez vu clairement, intensément, ou que ce soit une sensation, voyez, un sentiment, une sensation. S'il y a de l'intensité, ça va s'imprimer fort, voyez. Oui, parce qu'on ne se souvient pas de tout ce qu'on a vécu quand on était petit. Donc il y a bien des choses qui sont restées, des choses qui nous ont touchés pour la plupart, ou je dirais même qu'on n'a pas comprises, des choses qu'on n'a pas comprises. C'est celle-là aussi dont on va se souvenir, alors que les autres, bon, peut-être qu'après c'est dans l'inconscient. On n'a pas conscience, mais on a vécu énormément de choses quand on était petit, par exemple des choses très précises qui nous ont marqués, par l'intensité, oui, parce qu'elles nous ont touchés quelque part. Puissamment, intensément. Il y a peut-être des souvenirs qui t'ont marqué quand tu étais petite? Non? Non, pas spécialement, mais Pas spécialement. Non. Philippe, non, il n'y a pas des choses qui t'ont marqué quand tu étais petit? Irina? C'est la peur. La peur. La peur, je me souviens que j'ai couru, il y a un chien qui me voulait rattraper, même comme j'étais petite. Tu avais quel âge? Tu avais quel âge? Je me souviens, c'est comme la peur, et il a laissé les traces de cette intensité. Et, Tu avais quel âge? je me souviens, peut-être 4 ans, quelque chose comme ça. 4 ans. J'ai des souvenirs qui remontent où je devais avoir 1 an et demi. J'étais au bord d'une plage. C'était à Tunis. Je suis né à Tunis, en Tunisie. Et c'est ma mère qui a crié très fort parce que mon frère s'en allait vers la mer. Il était sur un ponton, il était petit et il pouvait tomber. Et le cri de ma mère, je l'ai encore dans les oreilles. Et puis cette plage, le ponton et mon frère, vous voyez, c'est très vague. Mais c'était intense. C'est la peur. Voilà. Ça m'a certainement imprimé très fort. Je me souviens, on m'a coincé les doigts dans une porte quand j'étais petit, mais on a bien fermé la porte. Tu vois, la porte est bien refermée. Je m'en souviens bien. Je sais. Je devais avoir 3 ans, peut-être 3 ans, 3-4 ans aussi. J'ai des souvenirs, je suis parti de Tunis, je devais avoir 2 ans. Je me souviens de l'avion. C'était des vieux avions qui faisaient beaucoup de bruit et je me souviens du bruit de l'avion et pas du voyage, mais de ce bruit de l'avion et de
les souvenirs intenses, les expériences intenses laissent des marques. Là, on imprime bien quand il y a de l'intensité. Lorsque vous mangez un gâteau ou faites une promenade en forêt, il n'y a pas un seul aspect de votre être qui ne laisse des traces dans une matière vierge. Ainsi, nous pouvons parler de mémoire de l'esprit, les concepts, de mémoire de l'âme, les états sensibles, de mémoire du vital, de mémoire du corps physique. Chacun de ces plans est un univers défini qui possède son propre champ mémoriel. Alors ça, c'est important. On a parlé de l'esprit, on perçoit en soi qu'il y a une lumière qui éclaire. Voyez? Et cette lumière qui éclaire a un champ mémoriel qui lui est propre. On va parler de mémoire de l'esprit. Mais nous percevons et nous ressentons que nous avons une dimension de l'âme, une dimension sensible. Elle aussi a son champ mémoriel. On va parler de mémoire de l'âme. Nous nous souvenons de ce que nous aimons ou n'aimons pas. Voyez? C'est une mémoire de ce que nous avons vécu sensiblement. Donc notre âme a une mémoire, notre esprit a une mémoire. On peut parler de nos idées, d'ailleurs. On peut dire, oui, mais moi j'ai l'idée que si et que là, bien. Il y a une mémoire. Mais il y a aussi la mémoire de notre corps physique. Notre corps physique a sa mémoire. Notre main a une mémoire. Elle sait très bien, notre main, si je peux toucher un verre, ou si je dois faire attention s'il y a une flamme, par exemple. Elle le sait par mémoire, voyez. La mémoire est partout. Et ça va nous réconcilier un petit peu avec le mental, parce que le mental a été mis un petit peu sur le banc des accusés. Donc, on a besoin de la mémoire. Et la mémoire est un aspect naturel à la vie. Voyez ? Le problème avec le mental, c'est lorsque il vient en avant et qu'il contient des erreurs. Alors là, c'est un grave problème, parce qu'on a cette mémoire qui fait écran, qui fait qu'on vit dans un chaos. Et c'est ce qui se passe sur Terre, on le voit tous les jours à la télévision. On peut parler de mémoire de l'esprit, de mémoire de l'âme, de mémoire du vital, voyez, la mémoire de notre énergie et de nos gestes, de notre savoir physique, la mémoire du corps physique. Voyez. Chacun de ces plans de vie est un univers défini qui possède son propre champ mémoriel. C'est l'aspect intense, c'est toi qui en as parlé tout à l'heure, Pascal, d'un état d'être qui imprime le champ d'une mémoire. Tout état d'être, quel qu'il soit, est vécu avec plus ou moins d'intensité et de puissance. Si vous vivez un instant puissamment, il va imprimer votre mémoire au niveau où il se manifeste. Donc, c'est l'intensité qui va imprimer fortement, plus ou moins fortement, votre mémoire. Nous pouvons éprouver de la peur pour certaines choses, enlever de l'intensité au sentiment de peur que vous éprouvez, et voyez comme il commence à s'atténuer. Ôtez encore un peu plus d'intensité à votre sentiment, et voyez comme il devient à peine perceptible. Maintenant, ôtez toute l'intensité. Que devient la peur? Elle disparaît tout simplement, car elle perd son élément porteur, à savoir la puissance, l'intensité. Je me souviens, voyez? vous parlez de souvenirs. Oui. Je me souviens que j'avais eu un accident, j'étais à Saint-Martin-des-Ubis. J'avais été
ouvert l'arcade sourcilière, on m'avait amené chez le pharmacien et il m'avait nettoyé avec de l'éther. Et ça m'a marqué et j'étais tombé dans les pommes. Je m'étais évanoui. Maintenant, ça va mieux. Mais pendant quelques années, enfin, beaucoup d'années, chaque fois que je sentais l'éther, je rentrais, ça sentait l'éther, je posais, je m'en allais. Même pas bonjour, au revoir. Tu vois, parce que justement, cette mémoire du fait que je m'étais évanoui est restée, quoi. Ah oui. Tu vois, Mémoire olfactive, ouais. maintenant, ça s'est évacué. J'ai plus cette crainte. Je sais que je ne supporte pas, mais disons que j'ai plus cette crainte. Et pendant des années, jusqu'à mes 40, 45 ans, je sentais que ça me marquait, quoi. Hein. Tellement marqué que je te dis, l'éther, moi, je rentre, je sors, quoi. Ah Pour moi, oui. C'est un exemple. intéressant. Un exemple. Et là, à force peut-être de travailler, de discuter, de voir les choses, de connaître, ça me le fait moins. Je dis pas que ça me le fait plus, hein, mais ça me le fait moins fort. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de problèmes humains qui ont pour origine cette base, c'est-à-dire cette connexion avec la mémoire. Si vous êtes pris la tête avec quelqu'un, si maintenant vous êtes en connexion avec le souvenir de l'événement, il suffira que la personne soit à côté et puis vous vous sentirez mal. C'est pas la personne par elle-même, mais on voit comme la mémoire interfère. Et ça, c'est intéressant. C'est là où l'aspect psychologique entre en jeu, on va dire. On n'a pas l'habitude de vivre déconnecté de sa mémoire. Vous voyez, d'être libre. On parle beaucoup de liberté. On va apprendre à se déconnecter de notre mémoire, à se libérer de notre mémoire. Il y a une mémoire qui est naturelle et qui est tout à fait spontanée d'ailleurs. Mais il y a une mémoire qui vient et qui interfère après. Parce qu'on aime bien l'intensité aussi. Hein. Ah. Alors c'est un peu paradoxal, voilà. On peut se dire, ce serait bien d'avoir du calme finalement devant les choses, mais en même temps, on aime bien l'intensité. Il y a une énergie qui est là aussi. Comment faire? Ah, oui, comment faire? Eh bien, tout va être fonction de comment tu vis l'intensité. Et tout va être fonction comment tu goûtes la paix. Et cet état nouveau de plénitude de l'être. Et on va goûter à ces états de liberté et de paix et s'épanouir, voyez. Dans les excitations, les intensités, il y a le plaisir, la jouissance, mais il n'y a pas vraiment d'épanouissement, voyez. On ne peut pas parler d'épanouissement. Quoique, c'est faux aussi, mais il y a des contre-coups avec les excitations et l'intensité. C'est que je vais m'attacher les structures physiques, les sentiments, les émotions, les idées. On va s'attacher à l'intensité, à ce qui me procure de l'intensité. Et on va perdre une liberté en soi, voyez. Ça dépend de comment tu vis l'instant. Oui, ça dépend comment tu vis l'instant, mais on s'aperçoit très vite que si on commence à entrer dans un cycle de répétition vis-à-vis de quelque chose, alors on devient addict et on a besoin après régulièrement de vivre. Vous voyez, c'est comme quand on mange du chocolat, par exemple. Voilà, j'aime bien le chocolat, alors je mange du chocolat. Je vois bien que si j'ai pas mon petit bout de chocolat la journée ou à un moment précis, il manque quelque chose. On a imprimé la mémoire gustative et la mémoire jouissante aussi. La jouissance du plaisir de manger du chocolat, par exemple. Voyez, ça fait partie des inconvénients de la jouissance, de la répétition et de l'intensité. Alors, on va comprendre qu'il faut mettre une petite distance et faire attention aux répétitions. Voyez, là, c'est un petit peu en fonction de comment on va vivre. C'est notre sensibilité qui va parler.
Voilà. On va petit à petit, moi c'est comme ça que ça se passe. J'aime de plus en plus la liberté, cet espace, ce que Jean-Marc appelle la présence, cette ouverture intérieure, cette liberté surtout. Vous voyez, il y a quelque chose qui est vraiment divin là-dedans. Chose que je ne retrouve pas lorsque je vais dans les excitations. Ça peut être puissant, il peut y avoir des moments très intenses. On parle de la sexualité, on parle, ou alors ça peut être des artistes qui font de la musique, ça peut être, vous voyez, il peut y avoir des moments très intenses. Mais il y a des contre-coups à l'intensité. Et puis, on peut prendre des habitudes, et dans ces habitudes, on perd une liberté, voyez. Tout ça, ça se met un petit peu en place au fur et à mesure des expériences. Ça prend sa place. On va aller de plus en plus vers le calme. Et d'ailleurs, vieillir, c'est très bon, moi je trouve. On va vers le calme, une plénitude de l'être, vous voyez. On est moins embêté par le corps, on est moins embêté par les choses intenses. On apprécie les choses simples. Voyez, il y a une plénitude qui est très douce, très agréable. Donc il y a une relation un petit peu avec l'intensité. Ça va changer au fur et à mesure, ça change au fur et à mesure. Oui, alors ce qui était intéressant là dans ce petit texte que j'ai lu tout à l'heure, c'est que on parlait de l'intensité. Et ce qui est rigolo, c'est que, imaginons que vous avez une très grande peur. Imaginons que une bonne fée passe par là et lui enlève un petit peu de cette intensité de peur. Ah, il aurait moins peur déjà. Imaginons qu'elle enlève encore de l'intensité. Et imaginons qu'il n'y ait plus du tout d'intensité à son souvenir, plus de puissance. Il pourrait rentrer, sentir l'éther, et puis voilà. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé au fur et à mesure des années. Au fur et à mesure des années. Pour moi, l'éther, c'est plus une crainte. C'est plus je une le crainte. sais, je l'ai regardé, mais c'est plus une crainte, si tu veux. Voilà. Donc tu vois, l'intensité a baissé. Écoutez, vous avez une rage dedans, ça qui vous fait souffrir. Une bonne fée passe par là, elle enlève un petit peu d'intensité à la souffrance. Ah, ça va mieux. Vous voyez, ou on prend une aspirine. La bonne fée, c'est l'aspirine. On prend une aspirine. Ah, ça va mieux. On en prend une deuxième et l'intensité de la souffrance baisse un peu plus. Ah, ça va. Et puis à un moment donné, il n'y a plus du tout d'intensité. Eh bien, on ne vit plus les choses. Donc, on parle du grand amour. Allez vers l'ouverture, ouvrez-vous et profitez de chaque instant dans l'ouverture, dans cette ouverture intérieure. Voilà. Pour diminuer les mouvements de pensée. Oui, faites attention à votre plexus et laissez ce plexus s'ouvrir. Ouvrez-vous. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle ouverture à tous. Merci Jean-Pierre. Je vous embrasse. Allez, au revoir, à bientôt. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.